Bonjour, notre équipe va vous présenter les expatriations vers le Mexique et bien plus dans le cadre de cette présentation. Nous sommes Anthony Bernier, Manon Bordelot, François Desbiens, Frédéric Tremblay, Dominique Turcotte, Fawzi Yacine Bellassène et moi-même, Gabriel C. Le Mexique est un pays qui est en Amérique du Nord géographiquement. Cependant, historiquement, il a toujours été associé plutôt à l'Amérique latine. Son PIB et sa population font en sorte que le PIB par habitant est beaucoup plus faible qu'au Canada ou aux États-Unis, environ 20% du PIB par habitant canadien. C'est donc un pays qui est beaucoup plus pauvre que ses voisins d'Amérique du Nord. Le lien commercial entre le Canada et le Mexique s'est caractérisé jusqu'à la mise en place de l'ALENA par une respectueuse indifférence. C'est ce que l'ambassadeur du Mexique au Canada disait de la relation à l'époque. Puis, avec la mise en place de l'accord de libre-échange nord-américain, il y a eu une croissance significative des échanges entre le Canada et le Mexique, qui est aujourd'hui le 15e PIB mondial, légèrement derrière le Canada. Les échanges Canada-Mexique sont annuellement de 35,2 milliards de dollars, dont 7,9 milliards de dollars d'exportation canadienne. Le Mexique récolte donc 1,2% des exportations canadiennes, ce qui fait tout de même, lui, l'un des principaux pays d'échange avec le Canada. Cependant, ces échanges-là sont largement inférieurs aux échanges Canada-États-Unis. Donc, au Mexique, dans cette relation-là tripartite entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, les échanges Canada-États-Unis et Mexique-États-Unis dominent largement les échanges Canada-Mexique, qui sont tout de même limités aux services, à l'automobile, aux matériaux, tels que l'aluminium, l'électronique, l'agroalimentaire, la machinerie et dans une moindre mesure l'énergie. Le Mexique est aussi bien connu pour ses maquiladoras, qui sont des usines qui produisent, transforment, assemblent des biens destinés à l'exportation, libres de taxes par exemple et de droits. Mais ces usines-là sont cependant en déclin là, au profit d'autres pays émergents qui sont moins chers comme le Pakistan à l'heure actuelle. Ces relations-là entre le Canada et le Mexique, bien qu'elles se soient étendues durant l'ALENA, ont été mises à mal en 2009 par l'imposition d'un visa canadien pour les Mexicains qui désiraient voyager au Canada. Ça a créé beaucoup de tensions entre les deux pays. D'ailleurs, la renégociation récente de l'ALENA a débuté de manière très tendue entre le Canada et le Mexique. Les États-Unis voulaient diviser pour régner. Cependant, et par chance, le Canada et le Mexique en sont venus à la raison et ont choisi de travailler ensemble pour créer une entente qui serait mutuellement bénéfique pour les deux pays. C'est ce qui a été mis en place. Les États-Unis n'ont pas réussi à atteindre tous leurs objectifs dans cette renégociation-là. Donc la renégociation de l'ALENA, puis le fait aussi que le Canada désire se distancier dans une certaine mesure des États-Unis, favoriser ses échanges avec d'autres marchés par l'implantation du partenariat transpacifique, d'une entente de libre-échange avec l'Europe, l'opportunité avec le Mexique. Ça fait en sorte qu'on va être amené dans l'avenir, ou du moins il serait bénéfique qu'on réalise plus d'échanges avec le Mexique, qu'on en fasse un partenaire plus important. Frédéric va d'ailleurs vous parler de la pertinence de faire des expatriations avec le Mexique dans ce contexte. La première étape du processus d'affectation internationale consiste à la planification stratégique et l'analyse de l'affectation qui comporte 4 éléments. Définir les objectifs, faire la description du poste, dresser le profil des compétences et déterminer la responsabilisation de l'employé tout au long du cycle de l'affectation. Selon la stratégie et les besoins de l'entreprise, dans le cas d'une expatriation, c'est un employé du pays mère, dans notre cas le Canada, qui va être affecté par exemple à une filiale au Mexique. Habituellement, on dénombre 5 grandes fonctions des affectations internationales, mais dans le cas d'une expatriation, c'est surtout le partage et le transfert des connaissances, le développement des cadres et de leur implication et le contrôle des activités qui sont recherchées. Pourquoi le Mexique, c'est un lieu stratégique pour les entreprises canadiennes? Comme on a vu précédemment, suite aux nombreux accords de libre-échange, notamment avec le dernier accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, on constate que les économies canadiennes et mexicaines sont de plus en plus intégrées. Aussi, une augmentation des affectations au Mexique. Pour l'année 2018, 1,7 million de Canadiens ont voyagé au Mexique pour le plaisir ou pour le travail. Cependant, les employés internationaux sont coûteux. Dans le cas d'un expatrié, il faut penser au salaire de base, aux primes, aux indemnités et aux avantages sociaux en termes de rémunération. Mais il faut pas seulement penser à la rémunération, mais aussi aux différents coûts liés à la
délocalisation et à la relocalisation de l'expatrié et de sa famille, mais aussi aux dépenses de formation. Pour établir le salaire d'un expatrié, on peut utiliser l'approche du bilan. C'est l'approche la plus répandue parce qu'elle permet de respecter le pouvoir d'achat de l'employé, mais aussi en offrant des primes, ça motive celui-ci à s'expatrier. Donc, les données pour faire la comparaison ont été tirées du CIO Wealth Management Research et les différents coûts ont déjà été euh, convertis en dollars canadiens au taux courant de 1,55 $ par euro. Donc, avec un salaire brut de 60 000 $, on regarde le différentiel d'impôt, on voit que c'est moins cher au Mexique. Donc ici, ça va coûter moins cher pour l'entreprise. En termes de logement, par exemple, ça va être plus cher au Mexique. En termes des produits et services, c'est moins cher au Mexique. Puis c'est sûr qu'avec une prime de 35% qu'on a mis ici, ça va coûter plus cher. Donc au final, on se rend compte qu'avec l'exemple ici, ça pourrait coûter environ 4 300 $ de plus pour l'entreprise, qui est pas si mal, mais faut se rappeler, comme j'ai dit précédemment, que c'est pas seulement le salaire qu'on doit considérer comme coût, mais aussi les autres coûts rattachés à la famille et à la formation. Donc, merci Frédéric. Pour ma part, je vais aborder l'aspect du choc culturel entre le Mexique et le Canada. Pour faire la comparaison des différentes dimensions culturelles entre le Canada et le Mexique, on a pris l'outil d'Ofstede. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, le Canada est en rouge et le Mexique en vert. On a regardé au niveau de 6 dimensions différentes. La première, la distance hiérarchique, où est-ce qu'on voit qu'il y a une certaine différence notable entre le Mexique, qui a un résultat plus élevé que le Canada. C'est le contraire au niveau de l'individualisme. En ce qui a trait à la masculinité, ça se ressemble relativement entre les deux pays. Au niveau de l'évitement de l'incertitude, le Mexique, encore une fois, a un résultat plus élevé. En ce qui a trait à l'orientation à long terme, ça se ressemble relativement entre les deux pays. Et au niveau de l'indulgence, le Mexique a encore une fois un résultat plus élevé. On va voir ces dimensions de manière un peu plus précise. Donc, au niveau de la distance hiérarchique, qu'est-ce qui se passe? C'est que au Canada, entre les échelons, ça communique. Donc, et entre les échelons entre eux. C'est un système de pyramide, mais il y a une certaine collaboration qui peut se faire. C'est pas du tout le cas au Mexique, où est-ce que là, c'est vraiment la personne supérieure qui donne des ordres à la personne qui est inférieure qui va faire la même chose par la suite. Il y a peu de communication, peu de collaboration qui se fait entre les échelons. Au niveau de l'individualisme collectiviste, au Canada, la réussite professionnelle, c'est une réussite qui est personnelle. Donc, c'est beaucoup plus individuel. D'où l'importance que nous, ici au Canada, on fait des rencontres qui sont individuelles et pas nécessairement collectives. Au Mexique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est beaucoup plus collaboratif. Puis qu'est-ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a peu de compétition entre les personnes. Donc ça peut être intéressant pour un expatrié qui est plus du type esprit d'équipe. Au niveau du contrôle de l'incertitude, le Canada vit relativement bien avec un sentiment d'imprévu, d'ambiguïté. Tandis que c'est pas pantoute le cas au Mexique, où est-ce que il faut vraiment que ça soit structuré, établi, on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est important d'avoir des balises solides. Enfin, au niveau de l'indulgence, le Canada est régi par des normes qui sont relativement strictes et les respecte. Donc, très important, relativement important d'arriver à l'heure. Donc, de certaines normes sociales comme ça. Tandis qu'au Mexique, ça passe, le plaisir, le bonheur de vivre est beaucoup plus important. Fait que ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui arrivent en retard, puis c'est socialement acceptable. Donc, voici les informations que j'avais à vous livrer en ce qui a trait au choc culturel. Je passe maintenant la parole à François. Merci Manon. Comme il vous a été présenté, le Mexique peut être un endroit de prédilection pour les expatriations d'entreprises. Cependant, il est important que chaque expatrié destiné à aller travailler au Mexique soit conscient des risques qui y sont associés. À l'écran, il vous est possible de consulter les 23 États qui composent le Mexique et leurs différents niveaux de risque. Il faut comprendre que le niveau de risque au Mexique dépend principalement de 2 facteurs et que ces facteurs ne sont pas distribués de façon homogène à travers les États. Premièrement, dans certains États, le taux de criminalité est plutôt élevé.
D'ailleurs, le Mexique fait partie des 10 pays les plus criminalisés au monde. Ça s'explique en particulier en raison de son fort niveau de corruption, la présence de cartels de drogue et des inégalités entre les individus qui favorisent les vols et les enlèvements. Deuxièmement, les catastrophes naturelles influencent également le niveau de risque, tels que des tremblements de terre dans le sud-est et des tempêtes tropicales au niveau des Caraïbes mexicaines et du golfe du Mexique. Ce facteur explique le niveau de risque jaune dans les zones touristiques. Voici une liste de recommandations permettant de bien préparer les nouveaux expatriés à ce nouvel environnement qu'est le Mexique. Pour commencer, c'est nécessaire d'éviter le plus possible les zones à haut risque. S'il n'est pas possible d'éviter ces zones, il faudra bien préparer l'expatrié et sa ou son conjoint, parce qu'un sentiment d'insécurité peut vite mener à l'échec d'une expatriation. La sécurité commence avant tout par la mise à disposition aux expatriés des contacts et adresses clés telles que l'ambassade, les hôpitaux, les associations locales d'expatriés. Il est important d'inclure le conjoint ou la conjointe à la formation pré-expatriation, car cette personne va être également exposée au nouvel environnement et donc possiblement à un choc culturel, et son bien-être peut favoriser aussi la réussite de l'expatriation. Si nécessaire, l'entreprise peut se prémunir de différents services tels qu'engager un agent de sécurité pour l'expatrié et sa famille, une assurance rapatriement complète et également une assurance en cas d'enlèvement. Voici une liste de conseils pratiques partagés par plusieurs expatriés qui ont déjà travaillé au Mexique et qui permettraient de réduire le risque d'hostilité. Premièrement, essayez d'éviter d'attirer l'œil avec des objets de valeur, c'est-à-dire que ça peut être une mallette d'affaires, une montre de valeur, des lunettes de marque. L'important, c'est d'essayer de se fondre dans la population. Évitez de vous déplacer seul, en particulier en soirée et en particulier lorsque vous êtes une femme, car malheureusement, les femmes expatriées peuvent subir beaucoup d'harcèlement dans certains États du Mexique par les communautés locales. Portez une attention au choix des taxis. Il y a de nombreux vols à main armée ou d'enlèvement lors d'emprunts de taxis de compagnies douteuses. Et c'est bien important de bien se renseigner sur les compagnies locales qui sont reconnues avant de partir. De plus, évitez les transports en commun le jour de paix parce qu'il y a un plus grand risque de vol à main armée lors de ces journées. Et en cas d'attaque, il est important de ne pas résister. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Dominique. Merci François. Nous allons maintenant poursuivre avec le soutien pendant l'affectation. Lorsqu'elles sont offertes, les formations culturelles initiales ne sont pas suffisamment longues ni complètes. De plus, dans une étude américaine, des employés ont remarqué que la formation était trop générale et ne tenait pas compte des différences régionales du Mexique. Le soutien pendant l'affectation permet donc de combler les lacunes de la formation initiale, d'améliorer l'ajustement culturel de tous les membres de la famille et donc d'augmenter les chances d'atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise. Comme on peut le voir sur le graphique de droite avec le soutien, un expatrié va pouvoir s'adapter plus rapidement à sa nouvelle situation lorsque le soutien est offert tôt et régulièrement. Après un certain temps suivant leur arrivée au Mexique, les expatriés peuvent se découvrir plusieurs problèmes, comme une difficulté à s'intégrer à la communauté ou une difficulté avec le langage ou la nourriture locale. Pour ce qui est des écoles, le système d'éducation publique mexicain manque de financement, ce qui transparaît dans les services offerts et sur les capacités d'accueil, tandis que le système privé coûte très cher. Souvent, le partenaire de l'expatrié va s'occuper de l'éducation des enfants, mais ce n'est pas toujours une décision qui est prise avant d'arriver au Mexique. La circulation au Mexique est aussi très différente de celle du Québec. En plus de sembler chaotique pour les Québécois, il y a dans certains endroits des jours d'alternance de circulation, déterminés selon le numéro d'immatriculation, ainsi que des règles pour favoriser les déplacements sans voiture la fin de semaine. Les routes ne sont pas bien entretenues et la conduite de nuit devrait être évitée pour des raisons de sécurité. Beaucoup de ces détails ne sont pas toujours connus avant d'arriver au Mexique. Pour l'expatrié qui voudrait acheter une propriété, il faut être au courant des règlements qui empêchent les étrangers d'être propriétaires à moins de 50 km des côtes et de moins de 100 km des frontières.
Il est aussi très difficile de connaître l'ambiance d'un quartier sans l'avoir préalablement visité, et donc, choisir un logement intéressant pour la famille en considérant tous ces aspects doit presque se faire une fois arrivé au Mexique. Alors, il existe plusieurs formes de soutien. Les suivis ponctuels avec les gestionnaires ou avec un autre employé pour déceler les problèmes et les besoins le plus tôt possible. Il y a la formation continue, le coaching et le réseautage. La formation continue peut prendre plusieurs formes. Elle peut être faite de façon autonome, informelle ou informelle, souvent en retournant au matériel de départ, comme ce guide du gouvernement qui est bon de garder sous la main. Le coaching. L'employeur peut faire affaire avec un coach ou l'expatrié peut faire ses propres recherches et se trouver un coach pour répondre à un besoin précis, comme par exemple la compréhension du réseau de santé mexicain qui est à la fois privé et public, ou l'aide à la recherche d'emploi pour les conjoints. En voici 2 exemples de compagnies qui offrent du coaching. Le réseautage, quant à lui, permet de rencontrer des gens et de trouver des activités à faire. Il y a souvent des forums sur les sites web de réseautage qui permettent de trouver des réponses aux problèmes quotidiens, comme par exemple trouver des professeurs de langue ou connaître l'opinion des gens sur les écoles mexicaines. En voici 2 exemples de sites de réseautage. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a beaucoup de ressources disponibles pour l'expatrié et sa famille pour l'aider à résoudre ses problèmes quotidiens. Je laisse maintenant la parole à Anthony. Alors, poursuivons maintenant avec l'évaluation et gestion de la performance. Nous allons traiter ce sujet à partir de 2 paliers, soit l'évaluation des expatriés par des superviseurs du pays hôte ou du pays d'origine, soit l'évaluation par l'expatrié ses collaborateurs locaux dans le pays hôte. Dans le cas ici, ce serait le cas d'un expatrié québécois qui serait affecté à une filiale mexicaine. Donc, dans le premier cas, ce serait l'évaluation de l'expatrié québécois, soit par un superviseur québécois au Québec, ou soit par un superviseur mexicain à ce moment-là au Mexique. Dans le deuxième cas, ce serait l'évaluation par l'expatrié québécois de ses collaborateurs locaux, donc mexicains, au Mexique. 4 éléments à prendre en compte, soit les objectifs de l'organisation, les objectifs du poste, les stratégies d'internationalisation de la compagnie en question, et finalement les spécificités du contexte local. Plusieurs difficultés peuvent être rencontrées lors de l'évaluation. Donc, il peut y avoir des différences entre les objectifs de la maison mère et celle des filiales. Il peut y avoir des différences entre la façon d'acquérir les données entre la maison mère et les filiales, ou même entre les filiales entre elles, si une compagnie est plus internationalisée. Il peut y avoir l'impact du biais culturel sur les styles de gestion, sur l'évaluation subjective des soft skills, et finalement, l'impact de la distance géographique sur la méthode, la fréquence et le moment approprié pour donner du feedback. En ce qui a trait aux stratégies d'internationalisation versus les stratégies d'évaluation, on peut voir que c'est propre à chaque entreprise et à chaque situation, et que ça ne dépend pas du pays hôte ou du pays d'origine. On devrait à ce moment-là favoriser une stratégie de géocentrisme qui permet une coexistence entre les normes locales et étrangères et qui permet également une évaluation équitable, que ce soit à la maison mère ou dans les filiales. Au niveau de la comparaison du style de gestion québécois versus mexicain en matière d'évaluation de la performance, on peut voir, comme présenté plus tôt, que la hiérarchie dans l'entreprise est beaucoup plus importante au Mexique qu'au Québec, ce dernier privilégiant des rapports égalitaires au sein des entreprises. Ensuite, quant à la réaction à l'autorité, les Mexicains demandent un style de gestion beaucoup plus directif et autoritaire que les Québécois. Finalement, on peut également voir que les employés mexicains vont avoir des attentes beaucoup plus grandes en matière de feedback donné par leurs superviseurs par rapport à leur performance personnelle. Les pratiques de détachement ou d'expatriation sont monnaie courante. Néanmoins, les incidents juridiques reliés à ce phénomène d'expatriation sont peu analysés. Par ce qui suit, on essaiera de déterminer si un travailleur expatrié bénéficie toujours de la protection du droit de travail québécois, même s'il exerce en dehors du Québec, en termes de régime d'indemnisation, de légion de travail, etc.
Dans le cadre de notre étude d'expatriation, avant de connaître qui du droit québécois ou mexicain sera appliqué, il est important de déterminer si un expatrié est en mesure de déposer une plainte au niveau des tribunaux québécois. L'une des règles généralement appliquées qui permet de rattacher le litige à la compétence internationale des tribunaux québécois est établie dans le cas où le défendeur, c'est-à-dire la personne physique ou morale assignée à comparaître en justice, a son domicile ou sa résidence au Québec. Le deuxième cas de figure est possible quand les parties prenantes ont soumis par convention leur litige aux tribunaux québécois, ou parce que le défendeur reconnaît la compétence des tribunaux du Québec. Ajoutez à cela l'article 3149 du Code civil québécois qui octroie la légitimité aux tribunaux québécois à émettre un jugement dans un cadre international lorsqu'un contrat de travail est en cause. Pour terminer, le fait de résider hors du Québec ne prive pas l'expatrié de son droit de saisir les tribunaux québécois du moment que son domicile se trouve toujours au Québec. Si la compétence internationale des tribunaux québécois est établie, la première méthode du champ d'application de la loi peut être envisagée. Cette méthode consiste à déterminer si la loi en lien avec le litige dispose d'un champ d'action à l'international. Le régime québécois d'indemnisation des lésions professionnelles peut s'appliquer à un accident de travail survenu hors du Québec ou à une maladie professionnelle contractée hors du Québec lorsque l'accident survient où la maladie est contractée, l'expatrié est domicilié au Québec et son employeur a un établissement au Québec. Dans le cas d'un acte discriminatoire survenu à l'occasion de son travail à l'étranger, un citoyen canadien ou résident permanent pourra déposer une plainte au niveau de la Commission canadienne des droits de la personne. La limite de cette méthode est due à la difficulté d'application extraterritoriale des lois du travail en raison de la souveraineté des États. Si le litige porte sur une loi qui ne dispose d'aucune application à l'international, la deuxième méthode qui relève du chapitre du Code civil du Québec consacré au droit international privé permet de considérer l'ordre juridique choisi par les parties au contrat pour désigner la loi qui lui sera applicable. En cas d'absence de loi désignée par les parties, la loi de l'État où le travailleur accomplit habituellement son travail ou la loi de l'État où son employeur a son domicile ou son établissement sont dans les mêmes circonstances applicables au contrat de travail. L'originalité de cette seconde méthode est qu'elle est bilatérale, elle peut conduire le juge québécois qui l'utilise à appliquer le droit québécois ou le droit mexicain. En terminant, l'expatriation des Canadiens au Mexique doit considérer les éléments suivants. En premier lieu, la place du Mexique comme quatrième partenaire économique du Canada et le nouvel accord de libre-échange nord-américain. Ensuite, la stratégie d'entreprise et son budget, qui doit prendre en compte les coûts supplémentaires reliés à l'expatriation. On doit aussi considérer l'importance de la différence culturelle entre les deux pays, au niveau de la distance hiérarchique, individualisme, évitement de l'incertitude et l'indulgence. La possibilité d'offrir une bonne planification qui intègre le ou la conjointe et qui favorise un sentiment de sécurité pour les expatriés. On doit aussi avoir la présence de soutien durant l'affectation, ce qui contribue au succès de l'objectif et permet à l'expatrié et sa famille de vivre une expérience positive. Enfin, la portée du Code du travail québécois à l'étranger, ainsi que l'impact de la culture qui doit être pris en compte lors de l'évaluation de la performance de l'expatrié et de ses collaborateurs sur place. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Voici les références qui ont été utilisées pour notre travail.